Hello peers, c'est Tonzeng à nouveau de 42 Blockchain que je vous invite à rejoindre sur le serveur Discord si vous ne l'avez pas encore fait. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre exploration des applications décentralisées. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, vous pouvez les retrouver donc sur la page YouTube de 42 Blockchain. Mais normalement, lors de la précédente vidéo, vous avez dû installer une série d'outils que Truffle met à notre disposition. Vous avez installé Truffle qui nous permet d'écrire un smart contract, de les compiler, de les déployer sur une blockchain que vous avez dû installer qui s'appelle Ganache, une blockchain locale. Et plus tard, on verra comment utiliser une Resolve qui nous permet d'écrire des clients qui vont interagir avec le code que nous avons déployé sur notre blockchain locale. Mais avec ces deux outils-là, on va pouvoir commencer pas mal de choses. Je vous invite donc, une fois que c'est fait, à ouvrir votre terminal, à créer un dossier dans lequel vous allez développer vos applications, on va dire dapt tutorials. Voilà, vous rendre dans ce dossier-là et taper Truffle init. Donc Truffle va initialiser notre répertoire courant et va créer une série de dossiers qui vont permettre de mieux structurer notre code et nos différents processus de développement. Je vous montre ce que ça veut dire concrètement. Donc là, si on regarde notre dossier courant, on voit que Truffle nous a créé 3 dossiers, un dossier contracts, un dossier migrations et un dossier test. Le dossier contracts, comme son nom l'indique, va recevoir des contrats. En fait, c'est dans ce dossier que nous allons ranger tous les smart contracts que nous allons écrire, puisque les applications décentralisées consistent à l'écriture de smart contracts qu'on va déployer sur la blockchain et on va écrire des fronts, des clients qui vont interagir en appelant, donc en envoyant les transactions à l'adresse de ces smart contracts-là pour exécuter les fonctions que nous aurons codées. Donc voilà, le dossier contracts va recevoir tous nos contrats et vous voyez déjà qu'un fichier, qu'un smart contract a l'extension .sol. Bon, on reviendra sur tout ça. Il y a le dossier migrations, nous reviendrons également là-dessus, mais dans ce dossier, nous allons mettre tous les fichiers qui vont automatiser la mise à jour de l'état de notre blockchain. Pour ceux et celles qui ont déjà travaillé sur les systèmes de base de données, donc les migrations permettent de prendre en compte les modifications de l'état de notre base de données. Et nous verrons qu'il va falloir faire des migrations sur notre blockchain pour pouvoir à chaque fois prendre en compte les modifications que nous voulons faire. Si on veut redéployer de nouveaux smart contracts, il va falloir faire des migrations. Et enfin, le dossier test, comme son nom l'indique, va nous permettre d'écrire des tests d'intégration, des tests unitaires qui nous permettent de tester si nos smart contracts sont écrits de façon cohérente et agissent bien, font bien ce pourquoi nous les avons codés. Donc nous reviendrons plus tard là-dessus. Et Truffle init donc, nous a aussi créé un fichier truffleconfig.js qui est le fichier de configuration de Truffle. On peut ouvrir rapidement tout ceci. Donc je vais ouvrir ça avec Visual Studio Code, mais vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte pour développer vos applications décentralisées. Voilà. Et si on va voir le fichier truffle config, donc là ce sont des commentaires, ne vous inquiétez pas, on reviendra en détail sur la configuration de notre environnement, mais en tout cas ce fichier truffle config va nous permettre d'écrire différents paramètres en tout cas pour notre configuration locale. On va en l'occurrence pouvoir définir différents réseaux de notre blockchain, parce qu'on peut avoir des réseaux, on peut faire, lorsqu'on développe nos applications décentralisées, on va travailler sur le réseau local, et donc là je vous invite à décommander par exemple, à décommenter le development, parce que là nous allons configurer notre environnement pour dire que lorsque nous allons déployer sur le réseau development, eh bien, ça va être le réseau local, donc host. Donc notre hôte va être à 127.0.0.1
et vous allez ouvrir le port 8545. Rappelez-vous que lorsque vous avez installé et lancé Ganache, que nous avions un serveur qui donc mettait à disposition les 10 comptes avec leurs différents ethers à cette adresse là, donc l'adresse locale sur le port 8545. Donc assurez-vous que ce sont les mêmes paramètres que vous avez ici. Ici, bon, vous pouvez laisser comme ça par défaut et on verra plus tard que signifie l'identification du réseau. Mais si vous voulez par exemple utiliser d'autres réseaux de test, parce qu'il existe d'autres réseaux de test, nous reviendrons plus tard là-dessus, comme Ropsten, qui est un réseau qui nous permettra de tester nos smart contracts en situation proche de la situation réelle, donc comme si c'était une vraie blockchain, mais c'est une blockchain de test. Et quand je dis que les conditions seront presque celles d'une vraie blockchain, c'est que les processus pour valider les transactions vont être, dans le cas de Ropsten, une preuve de travail également, et qu'il y aura un certain temps d'attente avant que les blocs soient validés. C'est autant d'éléments qu'on n'a pas lorsque nous développons rapidement sur notre blockchain locale, où les transactions se font de façon quasiment instantanée, même si on verra que l'on peut également paramétrer notre blockchain locale pour qu'elle simule cette caractéristique des blockchains réelles. Donc voilà ce que Truffle nous permet de faire. N'oubliez pas de sauvegarder les modifications que vous avez effectuées dans le fichier Truffle config. Et on va donc se rendre dans le fichier, dans le dossier contracts, et on va écrire notre premier smart contract. Remarque qu'il y a déjà un fichier migrations.sol qui est écrit dans ce dossier-là. Nous n'allons pas y toucher, et en général, vous n'allez pas avoir besoin de toucher, de modifier ce fichier-là. C'est ce fichier qui va se charger de mettre à jour la blockchain lorsque nous allons écrire différents fichiers de migration. Nous y reviendrons. Mais dans tous les cas, vous n'allez jamais modifier, ou très rarement, vous allez avoir besoin de modifier ce fichier-là. Donc je vous invite à créer un nouveau fichier qu'on va appeler hello world.sol. Donc on rappelle que SOL, c'est l'extension des fichiers Solidity. Et on va écrire pragma solidity, qui va nous permettre de préciser la version du compilateur que nous voulons utiliser. Ici, on va utiliser, on va dire 0.7.1, parce qu'il y a différentes versions du compilateur Solidity, et il faut préciser quelle version du compilateur on utilise. On peut, et il est recommandé de le faire, au lieu de dire qu'on veut utiliser seulement le compilateur 0.7, on peut dire qu'on veut utiliser tous les compilateurs. Il faut que notre code soit déployable, soit utilisable avec des compilateurs à partir de 0.7.1 et supérieur. Donc ce caret que l'on met devant, c'est pour préciser que ça prend les versions supérieures. On peut encore être plus précis en disant qu'on veut que notre code soit compatible avec un compilateur qui soit supérieur ou égal à 0.7.1, mais totalement inférieur à 0.8.0. Bon, souvent c'est recommandé de faire ça parce que lorsque l'on change de version à partir d'ici, ce qu'on appelle les versions majeures, en général il y a de grosses incompatibilités. Et on est obligé d'adapter le code radicalement. Alors que si on est face à un code qui a été compilé avec 0.7.1, il n'y aura pas de grosses différences, ce sera vraiment une différence mineure. Il n'y aura pas de grosses différences avec un code qui a été écrit en 0.7.1, .2, .3 ou .4. Donc voilà. Donc la première instruction en général de notre fichier Solidity, c'est de fixer la version du compilateur. Ensuite, nous allons écrire le mot-clé contract. C'est le mot-clé qui me permet de dire que nous allons créer un smart contract. Ceux et celles qui ont déjà fait de la programmation orientée objet peuvent voir cette déclaration-là comme le mot-clé classe qui permet d'écrire des objets. Vous pouvez concevoir un smart contract comme un objet dans un langage comme Java, un langage orienté objet. Donc le contrat, c'est l'objet unitaire, l'objet de base
de smart contract. Nous allons donner à notre smart contract le nom Hello Contract. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hello Contract. Voilà, et vous mettez les parenthèses, les accolades ouvrantes et fermantes. Et tout le code que nous allons écrire dans le smart contract va s'exécuter entre ces deux accolades-là, comme dans beaucoup de langages de programmation. Et là, nous allons faire un smart contract très simple. Nous allons déclarer une variable qui est de type entier. Plus précisément, un entier non signé, donc unsigned. On va mettre 256, parce qu'on a la possibilité de préciser la taille en octets de notre type. Il y a la possibilité de dire qu'on veut un entier non signé sur 8 octets, sur 16 octets, sur 32 octets, etc. Et le maximum, c'est 256 octets. Voilà. On va appeler ce fichier, on va appeler là, il faut donner un nom à notre variable. On va l'appeler ma variable. Allez, on va pas se fouler. C'est mieux si on ne fait pas de faute. Voilà. Tout simplement. Et il nous faut un constructeur. Encore une fois, c'est une notion qu'on retrouve dans le langage de programmation orienté objet. Le constructeur est la fonction qui va se lancer à la construction, donc à l'initialisation de notre smart contract. Et ici, précisément, c'est la première fois que l'on va déployer notre smart contract sur la blockchain. La fonction constructeur va se lancer et donc toutes les instructions qui vont être écrites dans cette fonction vont s'exécuter dans notre constructeur, et ça ne va s'exécuter qu'une seule fois. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va réinterroger notre smart contract, à chaque fois qu'on va faire une transaction à l'adresse de notre smart contract pour exécuter n'importe quelle fonction du smart contract, on n'aura plus jamais à exécuter notre constructeur. Et ici, on va pouvoir faire des paramétrages initiaux de notre smart contract. Par exemple, on voudrait préciser qu'à l'initialisation, ma variable va être égale à 42. Donc ça va être la valeur par défaut. Quand je vais déployer mon smart contract, la première valeur de ma variable sur la blockchain, ça va être 42. Voilà. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est écrire une fonction, parce que le but de smart contract, c'est de pouvoir contenir des fonctions qui vont pouvoir s'exécuter lorsqu'on va y envoyer des transactions. Lorsqu'on va envoyer à notre smart contract, donc à l'adresse de notre smart contract, une transaction qui va nous dire d'exécuter telle ou telle fonction, et bien, notre smart contract va s'exécuter. Et donc on va écrire la fonction qui va changer, on va l'appeler set variable. Voilà, c'est le nom de la fonction, et qui va prendre en paramètre un uint 256, donc un entier de 256 octets, qu'on va l'appeler new var. Pour l'instant, en faisant ceci. Et en gros, ce qu'on veut faire à ce niveau, c'est dire que ma variable va devoir prendre la valeur de la nouvelle variable que nous avons passée en paramètre. Alors, il y a des spécificités dont vous avez déjà remarqué que chaque instruction de Solidity se termine par un point virgule, comme dans le langage C, que Solidity est un langage typé, ça veut dire que chaque variable qu'on utilise doit avoir un type bien déterminé, et donc son type est déclaré, défini, encore une fois, comme le langage C. Et il y a d'autres spécificités qu'on va découvrir au fur et à mesure, mais là, en l'occurrence, on peut préciser que notre variable va être une variable, pas publique, mais privée. Je reviendrai sur cette notion beaucoup plus tard. Ça va être une variable privée qui ne va pas être lisible directement depuis l'extérieur de notre smart contract. Alors que si elle était publique, on aurait pu faire des transactions depuis l'extérieur. Mais on reviendra plus en détail sur la visibilité de nos variables. Pour l'instant, je veux vous parler également de cette visibilité des fonctions. Parce que nos fonctions, comme on l'a dit, vont être exécutées lorsque notre smart contract va recevoir une transaction, donc à son adresse, qui va appeler la fonction. Et pour que la fonction puisse être appelable de n'importe quel endroit de la blockchain,
à partir de n'importe quel nœud dans le monde, il faudrait que cette fonction soit déclarée en public. Il y a des fonctions qui sont privées, il y a des fonctions qui sont internes, on verra ces différences-là beaucoup plus tard, mais nous allons déclarer notre fonction en public. Pour l'instant, nous allons nous arrêter là. Ça sera suffisant en tout cas pour notre smart contract, et on va déployer, on va compiler d'abord notre smart contract, et ensuite on va le déployer sur notre blockchain locale.